Le Bangladesh, un pays que beaucoup associent aux rizières, aux tissus colorés et à la gentillesse de son peuple. Mais derrière cette image paisible se cache une réalité que peu osent raconter. Saviez-vous que dans ce pays à majorité musulmane, la prostitution est non seulement tolérée, mais officiellement légale dans certains cas, et que, dans certaines tribus isolées, existent encore des coutumes où mère et fille peuvent partager le même mari? Rien que ces deux faits suffisent à choquer. Et pourtant, ce n'est que le début. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 15 faits surprenants et parfois troublants concernant la vie au Bangladesh. Des traditions anciennes qui défient de l'entendement, aux réalités sociales cachées derrière les sourires et les bazars animés. Chaque révélation vous rapprochera un peu plus de la face invisible de ce pays fascinant et dérangeant. Accrochez-vous, car le premier fait va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur le Bangladesh. 15. L'ombre légale. Imaginez un pays où les règles religieuses dominent la vie quotidienne, où l'appel à la prière rythme chaque journée, et où pourtant, les bordels fonctionnent au grand jour, protégés par la loi. C'est exactement le paradoxe du Bangladesh. Ici, la prostitution est légale, mais pas totalement libre. Pour exercer, une femme doit prouver devant un tribunal qu'elle choisit ce métier volontairement. En théorie, cela ressemble à une protection. En pratique, c'est une porte ouverte à toutes les manipulations. Car combien de jeunes femmes, souvent illettrées et issues de familles pauvres, comprennent vraiment ce qu'elles signent? Derrière le tampon officiel, beaucoup sont piégés par des réseaux, vendus ou contraintes à se déclarer volontaires, alors qu'elles ne le sont pas. Le système juridique, censé garantir la liberté, devient un outil pour masquer une réalité d'exploitation. Ce paradoxe fascine et dérange à la fois un État musulman qui interdit l'alcool, mais autorise, sous condition, la prostitution. Une légalité fragile, qui plane comme une ombre sur la société. Et cette ombre ne s'arrête pas au texte de loi, elle s'incarne dans des lieux très concrets, parfois gigantesques, où des milliers d'hommes viennent chaque jour. Mais ce n'était que la surface du problème. Le prochain fait vous emmène dans l'un de ces endroits hors normes, le plus grand bordel du Bangladesh. 14. Le bordel le plus vaste. On l'appelle Dauladia. À première vue, ce nom pourrait évoider un village ordinaire au bord du fleuve Padma. Mais en réalité, il abrite ce que beaucoup considèrent comme le plus grand bordel d'Asie du Sud. Ici, plus de 1500 femmes vivent et travaillent dans des ruelles étroites, et chaque jour, on estime que jusqu'à 3000 clients franchissent ces portes. Les chambres sont minuscules, souvent pas plus grandes qu'un lit, séparées par des rideaux usés. Les travailleuses y vivent, y dorment et y reçoivent les clients. La plupart sont arrivés jeunes, parfois piégés par la promesse d'un travail ou vendus par des proches. Le lieu fonctionne comme une petite ville dans la ville. Marché, restaurant, temple, mais tout tourne autour d'un seul commerce. Ce qui choque le plus, c'est que Dauladia n'est pas caché. Tout le monde sait où il se trouve, et les autorités ferment les yeux. Pour certains, il incarne une nécessité sociale. Pour d'autres, c'est un symbole d'injustice criante. Mais Dauladia n'est pas unique. Car ailleurs, un autre bordel porte en lui une histoire vieille de 2 siècles, un vestige colonial qui cache bien des secrets. 13. Kandapara, vestige colonial. Si Dauladia est connu pour sa taille, Kandapara l'est pour son histoire. Situé à Tangail, ce quartier rouge serait l'un des plus anciens du Bangladesh, avec plus de 200 ans d'existence. Ses origines remontent à l'époque coloniale, quand les autorités britanniques fermaient les yeux sur ces lieux destinés à canaliser les désirs des soldats et administrateurs. Derrière ces murs, la vie semble figée dans le temps. Les ruelles étroites, les maisons décrépites et les petites échoppes donnent l'impression d'un décor resté bloqué au XIXe siècle. Pendant longtemps, Kandapara a été le cœur d'un système économique parallèle, nourrissant commerce, loyers et taxes informelles. En 2014, les autorités ont tenté de le fermer, mais après des protestations massives, menées par les travailleuses elles-mêmes, le quartier a rouvert. Kandapara n'est donc pas seulement un lieu de prostitution, c'est devenu un symbole de résistance où des femmes défendent leur droit de survivre, même dans un environnement cruel. Mais survivre ne signifie pas vivre, car dans ces ruelles circulent aussi des substances dangereuses, utilisées comme solution miracle, et qui se transforment en véritables poisons. 12. La pilule fatale. Dans les ruelles de Kandapara et de Dauladia, un petit comprimé blanc circule presque comme une monnaie parallèle. Son nom, Oradexone.
À l'origine, c'est un médicament destiné aux bovins, utilisé pour faire grossir plus vite le bétail. Mais dans les bordels du Bangladesh, il est détourné pour un tout autre but, donner aux jeunes filles une apparence plus femme, plus ronde, plus désirable aux yeux des clients. Le résultat, à court terme, est frappant. Les corps s'arrondissent, donnant l'illusion d'une maturité physique. Mais derrière cette transformation rapide se cachent des conséquences dramatiques. Hypertension, diabète, troubles cardiaques, dépendance, voire mort prématurée. Malgré ces dangers connus, Oradexon continue de circuler, vendu quelques centimes la plaquette par des revendeurs sans scrupules. Pour beaucoup de travailleuses, cette pilule est une arme à double tranchant. Elle attire plus de clients et donc plus d'argent, mais elle détruit lentement leur santé. Dans un système où l'espérance de vie se mesure parfois en décennies perdues, Oradexon est devenu le symbole cruel d'une survie à tout prix. Et ce médicament n'est qu'un aspect. Car derrière les façades colorées se cache un drame encore plus insoutenable. Celui des filles beaucoup trop jeunes. 11. Des filles trop jeunes. C'est sans doute l'aspect le plus dérangeant du système, la présence de mineurs dans les bordels du Bangladesh. Officiellement, la loi interdit catégoriquement l'exploitation des filles de moins de 18 ans. Mais dans la réalité, les témoignages des ONG et des journalistes révèlent une toute autre vérité. Beaucoup de jeunes filles sont amenées de force, parfois dès l'âge de 12 ou 13 ans. Certaines sont enlevées dans des villages pauvres, d'autres vendues par des familles écrasées par les dettes. Pour masquer leur âge, on falsifie leurs papiers d'identité, avec la complicité de fonctionnaires corrompus. Elles deviennent alors, sur le papier, des adultes volontaires. Ces adolescentes subissent une violence double, physique et psychologique. Leur enfance est volée, remplacée par une routine d'exploitation qui laisse des cicatrices indélébiles. Certaines tentent de fuir, mais se retrouvent ramenées de force par des recruteurs ou enfermées sous la menace de représailles. Malgré les campagnes de sensibilisation et les promesses du gouvernement, le problème persiste. Car derrière chaque fille trop jeune, il y a un système économique puissant qui profite de leur vulnérabilité. Mais les mineures ne sont pas seulement prisonnières de leur âge. Une fois entrées dans le système, elles se retrouvent piégées par une autre chaîne invisible, celle de la dette. 10. La dette invisible. Dans les bordels du Bangladesh, la liberté est rarement une réalité. Car même lorsqu'une femme parvient à s'y installer volontairement, elle se retrouve vite piégée par un système de dette invisible. Tout commence par une avance, quelques milliers de takadones, à la famille, ou un prêt pour payer des médicaments, parfois même une simple dot. En échange, la travailleuse doit rembourser en servant ses clients. Mais la dette ne disparaît jamais vraiment. Les madams, appelées sardarnis, tiennent les comptes, ajoutant les frais de nourriture, de logement, de vêtements. Chaque dépense s'accumule et gonfle la somme due. Résultat, beaucoup de femmes passent des années, voire toute leur vie, à travailler sans jamais atteindre le zéro. Cette prison économique maintient une dépendance totale, rendant presque impossible toute sortie du système. Ce cercle vicieux est si puissant qu'il s'étend parfois sur plusieurs générations. Des filles, nées dans le bordel, héritent, dès l'enfance, de la dette de leur mère. Mais derrière cette mécanique d'asservissement, il y a aussi des figures d'autorité, parfois respectées, parfois craintes, les reines de l'ombre qui contrôlent tout. 9. Les reines de l'ombre. Dans l'univers clos des bordels du Bangladesh, certaines femmes ne sont pas prisonnières, elles règnent. On les appelle les sardarnis, des madames qui contrôlent les travailleuses, gèrent les finances et négocient avec les policiers, les politiciens ou même les gangs. Anciennes prostituées pour la plupart, elles ont gravi les échelons en accumulant argent et influence. Aujourd'hui, elles dictent les règles. Une sardarnie peut décider du prix d'une passe, assigner une chambre, ou encore punir celles qui refusent d'obéir. Leur pouvoir repose sur la peur, mais aussi sur une illusion de protection. Certaines prétendent en défendre leurs filles contre les clients violents ou les descentes de police, tout en profitant directement de leur exploitation. Ce rôle ambigu fait d'elles à la fois des victimes devenues bourreaux et des figures incontournables du système. Sans elles, les bordels ne pourraient fonctionner avec une telle régularité. Et leur pouvoir ne s'arrête pas aux murs du quartier, il s'étend dans la société, grâce aux pots de vin distribués aux autorités locales. Ainsi, les sardarnis sont à la fois les gardiennes de l'ordre et les verrouilleuses de toute issue possible. Mais face à cette domination, certaines voix s'élèvent, refusant de se taire. Une femme, en particulier,
a osé défier ce système tentaculaire. 8. Monovara verse le système. Au milieu de cette mécanique bien huilée, une voix s'est levée pour dire non. Celle de Monowara Begum, une ancienne travailleuse du sexe devenue militante. Après des années passées dans l'ombre, elle a choisi de transformer sa douleur en combat. Monowara a fondé une organisation locale pour défendre les droits des prostituées, offrir un accès à l'éducation et sensibiliser les autorités. Son message est simple mais puissant. Ces femmes sont des êtres humains, pas des marchandises. Elle se bat pour qu'elles puissent sortir du cycle de la dette, protéger leurs enfants, et surtout retrouver une dignité perdue. Mais son combat n'a rien de facile. Elle fait face aux menaces des Sardarnis, à l'indifférence de certains fonctionnaires, et au mépris d'une société qui préfère ignorer cette réalité. Malgré tout, elle continue, devenant un symbole de résistance pour celles qui n'ont pas de voix. Son courage met en lumière une contradiction criante. Comment un pays profondément religieux peut-il tolérer un tel système tout en condamnant publiquement la prostitution? Car au cœur de cette lutte se cache une ironie troublante. Celle d'un État musulman pris dans ses propres contradictions. 7. Un État musulman contradictoire. Comment expliquer ce paradoxe? Le Bangladesh est une république où l'islam est religion d'État, et où la morale religieuse guide la vie publique. L'alcool y est strictement limité. Les lois sur la pudeur sont rigoureuses, et les discours officiels condamnent sans détour la prostitution. Pourtant, les bordels existent, parfois même avec une reconnaissance implicite de l'administration. La contradiction est flagrante. Dans les sermons, on prêche la vertu. Mais dans les faits, les autorités ferment les yeux, car ces lieux sont perçus comme une soupape sociale, qui permet de contenir la frustration masculine. Le gouvernement justifie cette tolérance en invoquant la nécessité de protéger les prostituées volontaires. Mais ce discours masque une hypocrisie. On protège un système qui profite surtout aux proxénètes, aux sardarnis et à certains fonctionnaires corrompus. Cette tension entre foi et réalité crée un malaise permanent. Une société qui se veut pieuse, mais qui vit avec une zone grise, tolérée, sans être vraiment assumée. Et cette dualité ne se limite pas aux villes et aux bordels. Elle s'étend jusque dans les zones reculées, où des coutumes tribales étonnantes défient encore les lois nationales. 6. Loi tribale et mariages atypiques. Loin des grandes villes et des bordels connus, certaines zones montagneuses du Bangladesh vivent selon leurs propres règles. Dans les Chittagong Hill Tracts, plusieurs communautés tribales ont conservé des coutumes qui échappent en partie aux lois nationales. Ici, le mariage ne suit pas toujours le modèle religieux dominant. Certaines ethnies pratiquent encore des formes de polyandrie, où une femme peut avoir plusieurs maris, souvent des frères. L'objectif est pratique, préserver les terres familiales en évitant de les diviser entre héritiers. Une logique économique, mais qui choque profondément dans une société majoritairement musulmane. D'autres tribus appliquent des règles de divorce rapides, parfois décidées en conseil communautaire, sans passer par les tribunaux nationaux. Ces pratiques, vues comme naturelles pour les habitants, apparaissent pourtant comme des transgressions aux yeux des autorités religieuses. Ces différences mettent en évidence une réalité. Le Bangladesh n'est pas homogène. Entre la loi islamique, la législation nationale et les coutumes locales, le pays vit dans un patchwork de normes souvent contradictoires. Et parmi ces traditions, l'une attire particulièrement l'attention, la légende troublante du partage de maris au sein de la tribu Marma. 5. La légende du partage de maris. On raconte, dans les collines reculées du sud-est du Bangladesh, une pratique qui défie l'imaginaire. Des frères mariés à la même femme, vivant sous le même toit et partageant le même lit. Cette légende, souvent murmurée autour des tribus Marma, intrigue autant qu'elle scandalise les citadins. Mais s'agit-il d'une réalité ou d'un mythe exagéré? Les chercheurs qui ont étudié ces communautés parlent plutôt d'un arrangement ponctuel, hérité d'anciennes logiques économiques. Dans les zones montagneuses, les terres agricoles sont limitées. Pour éviter de diviser un patrimoine déjà fragile, certains frères pouvaient épouser une seule femme, garantissant ainsi la cohésion familiale et la survie du clan. Ce qui choque dans les mentalités urbaines modernes était donc, autrefois, une solution pragmatique. Pourtant, les récits populaires amplifient cette pratique, la transformant en une sorte de curiosité exotique, presque scandaleuse. La vérité, plus nuancée, se situe entre l'exception et la règle. Aujourd'hui,
Ces histoires servent surtout d'argument aux détracteurs des minorités, accusés de pratiques immorales. Mais dans le quotidien de ces villages, l'essentiel reste la survie collective, bien plus que l'étiquette religieuse ou sociale. Ce contraste révèle un point central. Au Bangladesh, la loi nationale et les traditions tribales semblent parfois parler deux langues différentes. 4. Loi nationale versus coutume. Le Bangladesh est officiellement une république dotée d'une constitution claire, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais dans la réalité, surtout dans les régions rurales et tribales, ce principe se heurte à un mur invisible, celui des traditions locales. Prenons un exemple frappant. Alors que le Code civil interdit les mariages forcés ou polygames, certaines communautés continuent de pratiquer des unions arrangées qui contredisent directement la loi nationale. Dans les collines de Chittagong ou dans certains villages isolés, c'est le droit coutumier qui prime sur la législation officielle. L'État ferme-t-il les yeux? Souvent, oui, faute de moyens, mais aussi par peur de froisser des équilibres sociaux fragiles. Le résultat, deux mondes juridiques coexistent dans un même pays. D'un côté, un discours officiel qui prône la modernité, de l'autre, des pratiques enracinées qui perdurent depuis des générations. Ce décalage ne fait qu'accentuer la marginalisation de certaines populations et met en lumière une contradiction centrale. Un pays peut-il vraiment avancer si sa loi fondamentale n'a pas d'autorité universelle? Mais ce n'est encore qu'un aperçu. Car au-delà des légendes et des coutumes, ce sont surtout les témoignages des ONG qui révèlent l'ampleur réelle du problème. 3. Ce que disent les ONG. Les chiffres officiels minimisent souvent la réalité. Mais les rapports des ONG, eux, révèlent l'ampleur du drame humain. Selon certaines estimations, plus de 100 000 travailleuses du sexe vivent au Bangladesh, dont une proportion inquiétante de mineurs. Ces données ne proviennent pas du gouvernement, mais d'enquêtes de terrain menées par des organisations locales et internationales. Les témoignages collectés sont bouleversants. Des jeunes filles racontent comment elles ont été trompées par des promesses de travail domestique avant d'être revendues dans les bordels. D'autres décrivent le cercle vicieux des dettes contractées auprès de proxénètes, dettes qui se transmettent parfois d'une génération à l'autre. Les ONG dénoncent aussi les conditions sanitaires désastreuses, manque d'accès aux soins, diffusion rapide des maladies sexuellement transmissibles, absence de suivi psychologique. Elles pointent la responsabilité de l'État, qui tolère ces pratiques tout en prétendant les encadrer. Mais au-delà des statistiques, ces rapports soulignent un paradoxe glaçant. Dans un pays où la prostitution est à la fois légale et stigmatisée, les femmes concernées vivent dans une zone grise, sans véritable protection ni reconnaissance. Ce qu'on croit savoir est déjà choquant. Mais la vérité brute va encore plus loin. Car derrière chaque chiffre, il y a une vie brisée, un corps usé, une voix étouffée. Et le pire reste à venir. 2. Le coût humain. On croit parfois que la prostitution au Bangladesh se résume à une transaction économique. Mais derrière chaque échange d'argent se cache un prix invisible, payé en chair et en âme. Les travailleuses du sexe vivent dans des conditions sanitaires effroyables. Beaucoup n'ont pas accès à des soins réguliers, et les maladies sexuellement transmissibles circulent sans contrôle. Les grossesses non désirées, les avortements clandestins et les accouchements à haut risque sont monnaie courante. Une partie de ces femmes meurt jeunes, usées avant même d'avoir atteint 40 ans. Le traumatisme psychologique est tout aussi ravageur. Arrachées à leur enfance ou poussées par la misère, ces femmes développent des troubles anxieux, des dépressions chroniques, parfois des tentatives de suicide. Et pourtant, peu d'entre elles bénéficient d'un soutien psychologique ou d'une oreille attentive. À cela s'ajoute le poids de la stigmatisation. Dans la société bangladaise, ces femmes sont marquées au fer rouge de la honte. Elles sont rejetées par leur famille, méprisées par leurs voisins, et leurs enfants héritent de ce fardeau, souvent condamnés à répéter le cycle. Ce coût humain dépasse les murs des bordels. Il gangrène des générations entières, abîme les liens sociaux et entretient un silence coupable. Mais même au cœur de cette obscurité, des voix s'élèvent, des colères grondent, des rêves de justice persistent. Car une question demeure, brûlante, le Bangladesh acceptera-t-il de regarder en face ses propres contradictions? Et c'est là que tout se joue. 1. Espoirs et révolte. Et si, malgré l'ombre, une lueur persistait? Au Bangladesh, des mouvements naissent, timides mais déterminés, pour briser le silence. Dans les rues de Dhaka, des associations organisent des marches, réclamant reconnaissance et dignité pour les travailleuses du sexe.
Dans les villages, certaines ONG offrent éducation et microcrédits aux femmes qui veulent quitter le système. Les nouvelles générations, plus connectées, osent remettre en question l'hypocrisie sociale. Elles dénoncent les abus, interpellent l'État et utilisent les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Même au sein des bordels, des femmes se regroupent, créent des syndicats et refusent de se laisser écraser par la dette invisible ou la stigmatisation. Mais la route est longue, semée d'obstacles. Les conservatismes religieux, la corruption, l'indifférence politique freinent tout changement. Pourtant, chaque acte de résistance, chaque cri de colère, chaque rêve d'émancipation devient une fissure dans le mur du silence. Alors, le Bangladesh restera-t-il prisonnier de ses contradictions ou choisira-t-il d'écrire un autre futur ? Un futur où l'espoir ne serait plus une exception, mais une règle. La réponse n'appartient pas seulement aux lois ou aux puissants. Elle dépend de la capacité d'un peuple à transformer sa douleur en révolte et sa révolte en liberté. Vous venez de découvrir 15 faits troublants, parfois insoutenables, sur la prostitution et les coutumes cachées du Bangladesh. Derrière chaque chiffre, chaque histoire, se cache une réalité humaine complexe où s'entremêlent misère, tradition, contradictions religieuses et lueurs d'espoir. Ce voyage à travers l'ombre n'avait qu'un but, ouvrir les yeux, secouer les certitudes et briser le silence. Car fermer les yeux, c'est accepter que ces destins se répètent encore et encore. Mais souvenez-vous, même dans les ténèbres les plus profondes, des voix s'élèvent, des révoltes s'organisent, et des rêves d'un avenir différent persistent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le Bangladesh réussira-t-il à transformer cette douleur en changement durable ? Dites-le nous en commentaire. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour que ces vérités ne restent pas cachées. Car la connaissance n'a de pouvoir que si elle circule.